la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous avons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse a une connotation politique. Donc, il faut que les politiciens, dans la sauce là, dans la marinade là, pour les couleurs que l'on gagne. Qu'on aime expliquer le degré d'implication, chaque groupement, ça. D'abord, on parle de l'establishment américain, qui serait le colon, moi, je m'établis parallèle ça. Entre structure qui est dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe journée aujourd'hui dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Ils ont changé de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce que nous tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'a pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Dernier monde, tué au debout. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, de la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous avons renouvelé la main. Et nous acceptons de renouveler rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Il est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez nous rendez-vous mal la Kaili. L'ambassadrice, il est le problème qui vient, c'est-à-dire mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, allez, il y a des informations, mais il y a négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Il a accusé réception. L'ambassade n'a pas fait un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays, écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait dans les deux pays.
C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand tu parles américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je dit, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti de démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça fait bruit d'ailleurs que le président envoie chercher mercenaires pour venir tirer mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean, la guerre civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là, la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, un commandant, vraiment pas comme ça pour le répondre, mais pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou sage. Moi, était well. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas, pas qu'on est. Étranger, ça a été de tous côtés. On a USGPN, on a des beaux à moins, on a l'unité de sécurité présidentielle, c'est USP qui gère la sécurité rapprochée, il y a un cortège, il y a un caille président, ils étaient partout. Et vraiment, je me souviens pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être qu'on qui peut être contrecarrer, ou du moins, pas sécurité, ouais, qui peut arriver sur lui, peut-être faire forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le pasteur Sanon. Nous avons gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie satellite CTU.
y compris les autres Colombiens, en compagnie américaine. Faut qu'on d'accord que pour qu'un travail, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut qu'on d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui monde. Ou dans base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter à avion comme ça. Même pour faire vacances, ou qu'un rapport pour bailler. Nèg atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, puis l'équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. Je crois que nous avons besoin de plus bagages, plus de données pour nous clair. Que l'État américain, establishment américain, l'a tué président Jovenel Moïse. Ma posé si ton nom est Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs qui étaient dans le karaté, qui chien, Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas osé citer le nom, ou du moins osé pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, ils n'ont pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Voltaire, qui débarque avec le FBI et le président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'il y a compte que notre évidence que tu es oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Ça. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit, président Donald Trump, moi écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage, c'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sur la mort président de concert avec Haïti. Mais quand c'est qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de la Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il est caché aux États-Unis et puis les États-Unis va livrer. Je dis on a été pour te comparer devant le juge Walter Voltaire. Qui raison tu vas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice?
Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les 10 magistrats, s'ils veulent, ils sont capables de toujours répondre par visioconférence, mais ils ne sont pas capables de rentrer parce que les une procédure d'asile qui est en cours, donc ils ne sont pas capables de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, pour en prison, c'est parce que je me justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me fond tout m'entrer tête moi me cacher. Qu'est-ce que l'a besoin de moi? Madame coq caché va venir soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que je réponde. Mais si je me développe, je courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays. Et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Tu vois, moi, joué? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi, des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il pouvait qu'il va connaître, condamner pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice qu'on nous a fait, parce que si nous sommes même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous sommes bureau le ministère de la Justice, nous ne pouvons pas nommer nos mondes là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et vous le faites comprendre que pas d'ingérence que les États-Unis américains, l'establishment américain, pas de tout corps, pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Ils ont classifié l'information. Ils ont même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis qu'ils n'ont pas le droit de partager l'information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information ne soit pas fuitée sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens, sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. Je ne vais pas commettre un crime à Jérusalem et puis je purger peine pour lui, Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si je comprends bien, patron a bien employé. Donc, employé
employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait, oui. On bonne golpe, oui, ça fait. Pero la salida, regardez pas vous-même. Donc, job là mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Son todos de Colombia. 22 de Colombia, 2 haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caléger, nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien est tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, nous ne compte pas quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signé pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme il y a Américain dans l'expression, donc Américain fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia? Son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain? Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention mon pied. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a un pile point d'interrogation dans ce sens. Donc l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer ma l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas?
ce soit des régimes autoritaires. C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande C'est différence. vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas C'est démocratique? malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Si, Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, de sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on vous reproche. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond d'histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre l'histoire pays nous dans le sarcasme, en grignotant, en blague. Car on a beau fait en prison. Il littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, on va le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le constat, était, parce que c'est pas la même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a pourri d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qu'a pourri d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que il était retrouvé beaucoup plus dans papa parce que c'était le colon. C'était le colon hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nous avons rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu as l'illégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je veux dire que ils étaient des bâtards. Donc, sur la métropole en France, essayer de comprendre ça veut dire qui ça, il t'a représenté dans la société française, là, ou bien en Europe. Vraiment, il t'a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce qu'au moins, socialement parlant, dans la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres.
yo te quand même te gen un certain niveau. Mais en métropole, yo t'a plan battre l'échelle. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils rendent compte que la révolution a pris un bleu. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un petit peu de coller là, plutôt, parce qu'il faut mieux rester là, sous sol. Là. Effectivement, l'union des Noirs et des Mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas d'être nomadi. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule, ça a été très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait te délaisser en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Donc, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale, pour de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, puis être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que dès ça, c'était papa. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec tout noir qui était gagné dans la jeune société. Ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désidérata personnels. Donc, c'est pourquoi, là, on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, je dis qu'il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qu'il ça peut le faire, le ballon. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple en intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie. Il a été massacré. Pourquoi? Parce que il y a des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin qui ont assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe de monde qui est politique en de classe possédante. En retourné en 1806, qui est-ce qui tuait l'empereur Jean-Jacques Dessalines?
On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo c'est petit colon, héritier, et que un projet Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit, selon eux-mêmes. Donc, de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Le prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée dans l'État. De dollars. 1,120 milliard. 1 milliard pour Youn. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que, parce que les gens fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là au président où il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui va pouvoir le peuple. C'est propre pour eux. Le contrat, ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui était président, ce n'est pas moi qui était président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je vous ai une chance, comme journaliste, trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sortit en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi, Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je veux dire, moi-même, moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre une cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas rien, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour me dire que nous prenons des décisions, et me fait ça clair dans la tête de tout le monde. Moi, j'entendais qu'il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Pape Jnab pour nous parler de ça dans l'interview. Je ne suis pas là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment vous êtes capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous ne pouvons pas faire promotion en pratique qui est state capture. Nous ne pouvons pas capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour nous dire que, je dis, c'est pour nous faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait une bonne pouvoir. Un pays pauvre, c'est quoi Haïti? Un pays où les gens n'ont pas accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État n'a pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays. Ça. Mais par contre, il y a un monde, que les Dimitri Vorbe, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de IPAO, son contrat qui signe, contrat signé, dans le contrat, gagné 3 rapports que demandons nous tous pour le public. Un rapport qui a gagné un cabinet d'avocats qui fait un rapport pour la Bible. Il y a un rapport mondial, il y a un rapport commission intérimaire sur question énergie qui est clair, qui dit que le contrat ça n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, je cherche l'intérêt de l'État. Moi, je joigne que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça le rapport a dit. Même si dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat à 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat, ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout aux centrales qui coûtaient, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine de moi, t'allais dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, je t'ai dit, prêtez-moi 36 millions de dollars pour me construire une centrale,
Ça veut dire que je fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision et je prends et je demande aux peuple haïtien, je dis, excuse, c'est jeudi à me prendre. Je demande l'excuse parce que je ne peux pas prendre avant l'heure. Et je tout dit pour ça, je ne peux pas prendre avant l'heure. Et je dis pour ça, m'excuser, c'est que je n'ai pas d'informations. C'est une rétention d'informations. Il y a pile de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner une information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nos capacités. Posément. Ça nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, l'intérêt de l'État. Ça veut dire contrat ça t'a pas coûté l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale Ipawe. Centrale l'arrêter propriété Ipawe. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, prix le coûter, ou bien Ipawe a décidé à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans même monde. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, le spot contrat, on fait un contrat à court terme qui vous permettre que pour contrat à court terme, ça va permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est eux qui vous vendent, c'est eux qui vous distribuent, c'est eux qui vous vendent. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. Ça veut dire que pour me finir avec. Ça veut dire deuxième contrat, ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, l'usine ça, était usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidé que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénia est un opérateur, ce n'est pas un propriétaire. Sogénia n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à pour remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, va repartir la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce qu'il faut une classe, c'est mon seul centrale. Donc, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Moi, je connais que il y a Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça va le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénia pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt du peuple là. Nous finissons déjà, mission PAM. Et ça, contraire, ils coupé. Dehors, pour comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a pas jamais fait un service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour venir prendre une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça dans nous. Contraire, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille, ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Forbes. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Le président Jovenel a visité le business. Pour dire, bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que à
mon cher, je pense que là, on est en close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Le président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État faire. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Le président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a pas eu de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines pour des intérêts personnels. Et puis, il y a un groupe de monde dans la société ça, qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêt personnel qui lésé. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'on fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux, ça me dit là, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour payer toujours en turbulence, eux-mêmes pour faire comme eux. Je continue. On prend produit pétrolier. Le président Jovenel Moïse décide de la passer son main dans le dossier ça. Parce que le pays d'Haïti consomme une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permettent nous d'acheter dans un système qui éclate le SP global aux États-Unis, qui c'est un prix qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, un marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter la place. Mon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que je fais pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours dans notre pays, je ne fais que Jean, ça t'est fait. Là, je de New York, moi, je parlé, et je me ton prophète que je dis. Moi, je dis que il y a des bagages, l'homme était maintenant, tu fais calmer dans le pays. Je dis, je profite de l'occasion pour me dire, là, je dis proverbe qui dit, j'ai font créer d'avancement, nous passons l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir balayer. Le problème Gaza, ma petit peuple, je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, qui va le faire nous quelques informations, mais avant de nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non, PowerPoint non. Haïti est un pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, ou plus précis 105 ans après, on référence prix qui vient dans le monde que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines,
qui vient après, on prend référence gaz qui est les plates. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut pas une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile, je crois que c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut rouler gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires pour les gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti n'a pas jamais qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je vais parler de mois septembre 2019, avec le nouveau ministre des Finances, donc là, nous travaillons pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous travaillons 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprend. Indice de prix, ça crée les places là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire que sous son l'État, vous avez besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, vous avez besoin d'information, vous payez pour lui. Et mais il faut me dire nous, de 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas jamais d'information, il n'a pas jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a 20 litres de gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vient vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons, on en a parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un point propre contre parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix pour vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas bien, là, il y a un client là dedans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire on est ou bien on compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable de pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas bien avant. Ça veut dire, gaz là, c'est pour moi simple. Gaz là compliqué. Nous, est courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, je viens expliquer nous exactement niveau complication gaz. Nous parlons chita méthodologie, nous sur 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous allons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il a lâché la place, effectivement. Et il vend l'État haïtien, c'est comme si il a acheté un autre système qui est plus cher. Donc là, on cap. Un cap que vous fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Peut-être qu'on va parler là, comment c'est qu'il y a les bénéfices induits. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice induit, c'est que le prix produit, parce que la structure qui est là, doit travailler pour faire transparent. Ok. Parce que la structure est opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là, où tu as acheté là au prix, il y a les plates. C'est le président de parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous ne pas disposer d'informations. Le compagnie vient avec le produit. Yo même yo bailé à un prix yo les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes. Donc il a acheté là un prix mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting non yo bail et un différentiel c'est ça nous les gains induits. C'est les gains bénéfices induits différentiel là c'est différentiel entre prix acheté les prix vendre et plate. Et différentiel ça nous
il prend de plus en plus la augmenter, qui fait que, quel que soit le prix produit maintenant, avec différentiel ça, tout le temps existé, l'État va jamais sortir avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plat ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça pour venir oui, vendre. Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que stockage n'a pas de paraître avec oui, stockage n'a pas de paraître, prix transport n'a pas d'ajusté, ça va dire rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même pays et stockage et transport. Ça veut dire l'État n'a pas joué au rôle de régulateur. Donc l'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça n'a pas sans conséquence. Ok, vas-y. Il n'y a pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 arrivé, par contre, si vous devez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a allé sous tableau de mars 2010 pour le ministre a donné une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur le gros tableau, sur un gros chiffre, tout 100 milliards de gouttes ministre. De mars 2010, arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui est équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, je demande des explications sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent le par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, de combien, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est les mêmes qui viennent bail, ils ont une moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Le président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre n'est pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante qui est dans la politique. Je vais parler de minorité qui dirige les gagnants partis là-dedans. Parti moun sa yo qui yo relé oligarque corrompu yo qui prend l'État comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'État pour empêcher le bail service avec ça qui faible yo. Et c'est ça que fait du même coup de transformer l'État ça en l'État qui était doué en l'État service, je transforme en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Il va expliquer nous qui comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président, moi une question dollar. C'est réel ak en moi. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique. Certains opérateurs économiques spéculent sur la